Bonjour, je suis Delphine Stomonge, professeure de dermatologie et allergologue au CHU de Lille et je vais vous parler aujourd'hui des réactions d'hypersensibilité immédiates aux biomédicaments. Donc voici mes conflits d'intérêts. Donc du fait de la prescription de plus en plus fréquente des biomédicaments dans les maladies inflammatoires chroniques, dans les néoplasies, et du fait de l'immunogénicité de ces biomédicaments, eh bien, les réactions d'hypersensibilité font partie de notre quotidien pour le diagnostic et pour leur gestion. Parmi les biomédicaments, je vais surtout m'intéresser aux anticorps monoclonaux, puisque les réactions d'hypersensibilité à ces médicaments sont assez fréquentes, comme par exemple le rituximab, le cetuximab, l'infliximab, l'omalizumab, un peu moins fréquemment. Et dans ce topo, je vais également faire un focus sur les hypersensibilités immédiates, c'est-à-dire par définition qui surviennent dans les 6 heures qui suivent l'instauration de la perfusion. Et classiquement, c'est dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent. Donc pour ce topo, je vous propose de partir de situations cliniques pour illustrer les différentes réactions d'hypersensibilité immédiate aux biomédicaments. Donc la première situation clinique, une femme de 58 ans qui a des antécédents de polyarthrite rhumatoïde, de syndrome de Gauche-Rosjögren et d'uvéite, qui a également des échecs de traitement par méthotrexate et d'anti-TNF et qui avait donc une indication de traitement par rituximab, donc anti-CD20. Les 3 premières perfusions de rituximab se sont bien passées. 15 minutes après le début de la 4e perfusion de rituximab, cette patiente présente une dyspnée, un angioëdème de la langue, une dysphonie, une dysphagie. La tension artérielle est normale, mais la saturation est prise et la patiente désature, elle sature à 88% en air ambiant. Donc je vous propose ce petit quiz. Quelle est votre conduite à tenir immédiate? Vous arrêtez la perfusion, vous mettez en place une oxygénothérapie, vous mettez immédiatement en route un traitement par adrénaline en intramusculaire, vous dosez immédiatement la tryptase sérique, où vous faites une perfusion intraveineuse de dexchlorphéniramine, donc la polaramine. Donc dans cette situation-là, il faut arrêter la perfusion. De toute façon, vous verrez, là, c'est vraiment la règle devant toute réaction, même sans signe de sévérité, dès le début. Il faut arrêter la perfusion, vous devez le savoir et passer le message à l'équipe soignante. Là, bien sûr, elle désature, oxygénothérapie, et ça peut être les signes d'une anaphylaxie. Donc là, on ne cherche pas, c'est l'adrénaline. Il vaut mieux toujours passer l'adrénaline, même si après on se rend compte que ce n'était pas une réaction anaphylactique, plutôt que de louper le moment où il fallait faire l'adrénaline. Voilà, donc ça, c'est les recommandations de toute la gestion de l'urgence, hein, un classique. L'adrénaline, et ce que je vous rappelle aussi, c'est le dosage de la tryptase. Souvent, il y a une erreur, on va doser la tryptase immédiatement. Non, il faut la doser après, pas immédiatement, pas au moment de la réaction, au moment où vous arrêtez la perfusion. Il faut la doser entre 30 minutes après la réaction et 2 heures qui suivent les premiers symptômes. C'est à ce moment-là qu'on va avoir l'augmentation de la tryptase si on a une réaction anaphylactique. Il faudra faire un deuxième dosage, au moins dans les 24 heures, ou si vous avez un dosage de base, ou si vous revoyez le patient en consultation allergologique. Il faudra comparer votre taux de tryptase aiguë entre H30 et entre 30 minutes et 2 heures et le taux à la baseline. Ça, c'est vraiment très important. Donc devant toute réaction d'hypersensibilité immédiate, c'est vraiment bulbaire, il faut repérer l'anaphylaxie. Ça peut être des signes cutanés ou muqueux, érythème, prurite, urticaire, angioëdème, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces signes peuvent manquer. Et parfois, ça peut commencer par un collapsus, une désaturation, un choc cardiovasculaire, un choc, une hypotension, et les signes cutanés ne peuvent apparaître que de façon retardée, notamment au moment de la réanimation. Donc ça peut être trompeur, et un simple prurite peut déjà être un signe d'anaphylaxie. Les signes respiratoires, congestion nasale, éternuement, douleur thoracique, oppression thoracique, sifflement, wheezing, dyspnée, et bien sûr la sensation de gorge serrée, tous ces équivalents de signes d'angioëdème cutanéo-muqueux et de bronchospasme, et puis bien sûr, comme chez notre patiente, la désaturation. Comme je vous le disais, les signes cardiovasculaires, signes de choc, syncope, bradycardie, hyper ou hypotension. Des signes digestifs également, il peut y avoir une atteinte digestive importante et nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales sont également des signes à repérer, des signes de gravité qui évoquent l'anaphylaxie et des signes neurologiques, troubles visuels, picotements, faiblesse, perte de conscience, etc. Sensation de mort imminente rapportée par le patient.
Donc toutes les réactions d'hypersensibilité immédiate, cliniquement, peuvent donner des symptômes qui vont d'un grade 1 à un grade 4. Un grade 1, c'est les signes cutanés mineurs, érythème, prurite, angioïdème sans signe respiratoire, jusqu'au stade 4, un arrêt cardio-respiratoire, décès. Donc dans toutes les réactions d'hypersensibilité immédiate, il faut rechercher ces signes. Mais c'est clair que dès qu'il y a des signes d'atteinte multiviscérale, une hypotension, une tachycardie, des signes respiratoires, il faut craindre la réaction anaphylactique. Là, ça doit vraiment être votre réflexe. Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que pour classifier ces réactions d'hypersensibilité immédiate, maintenant, en fait, finalement, on en sait un petit peu plus sur leur mécanisme physiopathologique. Et c'est finalement le mécanisme physiopathologique qui va un peu nous dicter notre conduite à tenir par rapport à la molécule. Est-ce qu'on va pouvoir la réintroduire ou non? Est-ce qu'il va falloir faire des explorations allergologiques? Est-ce que celles-ci vont être intéressantes, pertinentes, ou est-ce qu'elles vont pouvoir nous permettre de faire le choix de réintroduire ou non le médicament. Donc vraiment, tout est basé sur la réaction, le mécanisme physiopathologique de ces réactions d'hypersensibilité. Parfois, l'urticaire, les manifestations respiratoires, le malaise, etc. va pouvoir répondre à différents mécanismes. Mais il y a quand même quelques grands groupes à connaître que vous voyez apparaître sur la diapositive. Et comme je vous disais, vraiment, le premier groupe de réactions, c'est la réaction qu'on appelait la réaction de type 1 dans la classification de Gell-Coombs. Ce sont les réactions qui sont médiées par les IgE, parfois également médiées par l'IgG. En fait, là, il y a des anticorps qui sont dirigés contre le médicament, qui vont se fixer sur les récepteurs à l'IgE ou l'IgG, à la surface, exprimés à la surface des mastocytes et des basophiles, ce qui va induire un relargage de quantité très importante et de façon très rapide d'histamine et de tryptase, la fameuse tryptase qui nous sert au diagnostic biologique. Et c'est ça qui va entraîner les manifestations d'anaphylaxie. Donc ça, c'est vraiment la situation à repérer. Sur cette diapositive, je vous montre, alors c'est bien sûr caricatural, comme je vous dis, parfois les symptômes peuvent emprunter à tel ou tel mécanisme, mais vraiment, sur cette diapositive, vous avez la vignette de ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille et vous faire dire « attention, c'est peut-être une réaction anaphylactique ». Souvent, ça ne survient pas à la première perfusion. CF, notre patiente, c'était dès la 15e perfusion. Parce qu'il faut une sensibilisation préalable. Mais attention, ça peut quand même arriver dès la première perfusion lors de mécanismes à type de réaction croisée. Je vous montrerai une diapositive qui illustre ce propos juste après avec le cetuximab, qui est une situation assez classique de réaction croisée. La survenue est souvent rapide dès le début de la perfusion. Chez notre patiente, c'était dans les 15 minutes. Souvent, c'est avant 30 minutes, ou en tout cas entre 30 et 120 minutes, pas plus. Les signes de gravité sont possibles, c'est l'anaphylaxie. Ça ne répondra pas aux antihistaminiques, aux corticoïdes, que ce soit en prémédication ou si vous traitez. Donc il faut arrêter et ça ne répondra pas au traitement symptomatique. Si vous réintroduisez la molécule, ça récidivera systématiquement et parfois de plus en plus rapidement. Et dans ces cas-là, votre tryptasémie à 30 minutes ou à 2 heures sera augmentée. Comme je vous le disais, il y a une situation qu'il faut connaître, c'est le cetuximab, qui est un anticorps monoclonal dirigé contre le GFR, qui est chimérique avec une partie murine, d'où son immunogénicité, et qui est utilisé notamment dans les maladies, dans les néoplasies solides. Et les réactions d'hypersensibilité immédiate au cetuximab sont fréquentes, c'est 3% des malades avec 0,1% de mortalité. En fait, c'est une réaction IgE dépendante et les IgE sont dirigés contre une protéine, le galactose alpha 1,3, la galactose alpha 1,3. Et en fait, il y a une réaction croisée entre cette galactose alpha 1,3 galactose qui est présente à la partie Fab murine de l'anticorps et cette même protéine qui est présente dans la viande de mammifères, notamment les bovins. Et le patient va se présensibilisé vis-à-vis de cette protéine via les piqûres de tiques. C'est comme ça que ça a été mis en évidence. Et ensuite, en fait, il est déjà présensibilisé et dès la première perfusion de cetuximab, eh bien, il peut déjà déclencher la réaction anaphylactique, parfois extrêmement sévère, même s'il n'avait jamais rencontré le cetuximab auparavant. Donc le diagnostic, ça je vous en parle parce qu'il y a un dosage prédictif des IgE anti-cetuximab qui est disponible, commercialisé et il se fait systématiquement désormais en routine. Situation clinique numéro 2. Une femme de 62 ans qui a une thrombopénie auto-immune dans un contexte de primo-infection CMV. Échec de la corticothérapie systémique, des immunoglobulines IV.
Elle est sous romiplostim, le Nplate, depuis plusieurs mois pour cette thrombopénie auto-immune. Et s'ajoute l'indication du rituximab. Donc je suis appelée parce que dès la première cure, cette fois-ci, 30 minutes après le début de la perfusion, la patiente a présenté un prurite qui a touché surtout le haut du dos et le décolleté, pas de lésion cutanée franche, une sensation d'oppression thoracique, de malaise, mais pas de dyspnée, pas de sibilant, et la tension artérielle, la saturation, tout était normal. La perfusion avait été immédiatement arrêtée par l'infirmière. L'équipe médicale sur place avait prescrit une ampoule d'excloféniramine, donc la polaramine, et les symptômes s'étaient résolus très rapidement. La perfusion avait même pu être reprise à un moindre débit, en diminuant la vitesse de perfusion et en ralentissant en fait la perfusion. La patiente avait pu recevoir son traitement complet. Donc à votre avis, dans cette situation clinique numéro 2, on revient à notre petit quiz. Est-ce que c'est une réaction d'anaphylaxie très probable? Est-ce que l'imputabilité du rituximab est probable? Est-ce que ça vous semble bizarre? Une réaction, elle est exceptionnelle dès la première perfusion de rituximab, donc ça doit être autre chose. Est-ce que cette patiente présentait des signes de sévérité, un grade 3 d'anaphylaxie? Est-ce que donc vous dites que ce n'est pas le rituximab et vous évoquez plutôt la responsabilité du Nplate qu'elle a depuis de nombreuses semaines? Donc là encore, hein, il faut retenir l'imputabilité du rituximab. Un accident qui se passe pendant un traitement, il faut absolument arrêter le produit en cours dans la perfusion jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le responsable. Et donc là, on revient sur notre schéma des mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent les réactions d'hypersensibilité. Et on voit qu'on peut avoir deux autres types de réactions qui sont relativement fréquentes. C'est ce qu'on appelle la réaction à la perfusion et également la réaction par relargage cytokinique ou par orage cytokinique. Dans les deux cas, la cellule en cause, c'est pas le mastocyte, le basophile, c'est le lymphocyté, avec un relargage brutal de grandes quantités de cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha, l'interleukine 6, l'interleukine 1-bêta. Donc c'est le même mécanisme, mais pas le même niveau de sévérité et la conduite à tenir sera différente. La réaction à la perfusion, ce qui est probablement ce que fait notre patiente, c'est extrêmement fréquent. Hein, je vous le montrais, c'est presque 20% des patients qui font des réactions, alors souvent minimes. Ça peut survenir dès la première perfusion, c'est assez évocateur, avec des signes cliniques qui ne sont pas spécifiques, de la fièvre, des frissons, malaise, nausées. Les signes sont souvent légers à modérés, mais ça peut être assez impressionnant pour le patient et l'équipe. En règle générale, la résolution est spontanée quand on arrête la perfusion. Ça répond bien au traitement symptomatique, la polaramine, des corticoïdes. Ça répond d'ailleurs bien à la prémédication. Ça peut être atténué, voire annulé par la prémédication. Et si on reprend la perfusion avec un débit diminué, ça peut tout à fait très bien se passer. Ce qui ne sera jamais le cas dans une réaction anaphylactique. À côté, on a la réaction un peu plus sévère par orage cytokinique ou par relargage massif de cytokines pro-inflammatoires. Là encore, possible dès la première perfusion, il n'y a pas besoin d'être sensibilisé. On va retrouver un tableau assez trompeur parce que souvent ça emprunte à l'anaphylaxie, aux signes cliniques d'hypersensibilité immédiate immunoallergique avec de l'urticaire, du prurite, un angioëdème, des wheezing, etc. Mais en plus de ça, vous retrouvez le cortège de l'orage cytokinique, ces signes moins spécifiques, fièvre, frissons, céphalée. Et également un signe qui est assez évocateur, pas très spécifique, je vous l'accorde, mais qui est quand même assez évocateur, des douleurs mal systématisées, thoraciques, dorsales, cervicales. Alors bien sûr, on fait un bilan, un ECG, tout est normal, mais ces douleurs-là sont assez évocatrices. Il peut quand même y avoir des signes de gravité, hein. Contrairement à la réaction à la perfusion simple, on peut avoir une hypotension, une désaturation. Si on poursuit la perfusion, ça ne va pas s'améliorer, donc il faut vraiment arrêter. Et la prémédication, en règle générale, n'aide pas beaucoup. Donc dans la situation clinique numéro 2, hein, notre patiente avec sa thrombopénie auto-immune sous Ritux, on est plutôt en faveur d'une réaction peu grave à la perfusion et d'ailleurs elle a pu continuer sa perfusion. Donc on a autorisé la deuxième perfusion de rituximab et ce qu'on a fait, c'est que pour les autres cures de rituximab, on a optimisé la prémédication. Certains auteurs ajoutent un petit peu d'anti-inflammatoires non stéroïdiens également, parfois de l'aspirine pour passer le cap de ces signes non spécifiques mais qui peuvent être invalidants. Donc en pratique, devant toute réaction d'hypersensibilité immédiate pendant une perfusion de biomédicaments, vous arrêtez la perfusion et vous regardez, c'est basique, hein, les constantes, est-ce que je désature, tension, pouls, etc.
S'il y a des signes de gravité, jusqu'à preuve du contraire, c'est une réaction d'hypersensibilité de type 1, IgE ou IgG médié, immunoallergique. Adrénaline, mesure de réanimation, et on ne réintroduira pas sans un avis allergologique, des explorations éventuellement. Je vous montrerai un protocole de désensibilisation si le patient est vraiment sensibilisé. Pas de signe de gravité, ça peut être une réaction à la perfusion, une réaction de relâchage cytokinique ou orage cytokinique, mais parfois également une réaction d'hypersensibilité immunoallergique. Donc arrêtez la perfusion, pensez à votre dosage de tryptase à 30 minutes, entre 30 et 120 minutes après le début des symptômes. Et là, on peut se permettre d'arrêter la perfusion, traiter symptomatiquement, corticoïdes, nous souvent on met le misuccinate d'hydrocortisone ou du solmédrol, la diphénylhydramine, la polaramine, plus ou moins des INS. On voit comment ça se passe. Si le patient répond facilement, très vite, on peut reprendre avec un débit ralenti et voir comment ça se passe. Et on peut tout à fait passer le cap en cas de réaction, de simple réaction à la perfusion. Quand faire un bilan allergologique? Donc sur cette diapositive, vous avez les 4 situations. Médicaments indispensables, non remplaçables. On ne s'amuse pas à tester pour un médicament dont on n'a pas besoin. Des réactions, une réaction évocatrice d'un mécanisme immunoallergique. Il y aura une sensibilisation, IgE ou IgG médié. Donc ça vaut le coup de faire les tests, de rechercher cette sensibilisation. Une réaction avec des signes cliniques sévères, je vous ai dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est de l'anaphylaxie. Ça vaut le coup de tester. Une tryptasémie au décours de l'accident qui est élevée par rapport à la baseline, ça vous fait penser à l'anaphylaxie. Et si vous avez une réaction avec des signes cliniques qui n'étaient pas sévères, mais qui n'a pas bien répondu à votre traitement symptomatique, à la prémédication, qui a récidivé dès que vous avez tenté, malgré l'optimisation de la prémédication et la réduction du débit de perfusion, n'hésitez pas également à nous adresser le patient pour un bilan allergologique. On commencera par les tests cutanés. Ce sera des prick tests et des intradermoréactions. En règle générale, bon, bien sûr, parfois il faut faire un petit peu plus vite parce qu'il y a des urgences, mais par exemple avec le rituximab, on a toujours un petit peu le temps de se retourner. On le fait 4 à 6 semaines après la réaction parce que sinon, on a en fait une espèce de moment d'énergie immunologique et on aura un risque de faux négatif si on teste. C'est réalisable avec tous les biomédicaments parce qu'ils sont injectables. Et on a pas mal de données disponibles dans la littérature et dans notre expérience également, notamment pour le rituximab, l'infliximab, on le fait en pratique courante. Je vous ai rappelé rapidement la méthode des prick tests qu'on fait sur l'avant-bras. On met une goutte du médicament sur la face antérieure de l'avant-bras, une micro-piqûre à l'aide d'une lancette au travers de la solution et on fait des lectures immédiates à 20 minutes avec un témoin positif, l'histamine, et négatif. Les intradermoréactions aussi, les prick tests sont négatifs. On va injecter un tout petit volume, 0,02 ml du produit à concentration croissante, qui est fabriqué par notre pharmacie centrale. On va obtenir une petite papule en peau d'orange et faire une lecture à 20 minutes. Et si on a un érythème et une papule qui déborde de la papule initiale, l'IDR est positive. Et le médicament ne sera pas réintroduit ou alors avec un protocole de sensibilisation. Les tests cutanés, on a plusieurs abats. Comme vous voyez sur la diapositive, on ne va pas développer, mais voilà, nous on travaille vraiment main dans la main avec notre pharmacie centrale qui nous prépare les produits de manière stérile. Alors attention, parfois les excipients peuvent être également en cause, le mannitol, l'albumine, le polysorbate. Et puis également, parfois, on a eu la surprise d'avoir également des patients qui étaient finalement allergiques au latex contenu dans le dispositif de la seringue et pas dans le biomédicament lui-même. Si vos tests cutanés sont négatifs, là je vous ai fait un flowchart pour vous repérer dans le bilan allergologique. Si les tests cutanés sont négatifs, si votre réaction initiale n'était pas sévère, votre tryptase en aigu n'est pas élevée, a priori vous n'êtes pas dans une réaction anaphylactique, vous pouvez tenter un test de réintroduction. Donc là, sans prémédication, parce que le but c'est de voir si quand vous réintroduisez, vous reproduisez l'accident initial. Alors bien sûr, on va utiliser des concentrations, des dilutions de 1 centième à 1 dixième, notamment dans les formes très sévères, on va être à 1 millième, 1 centième. Et puis, on va voir si le patient réagit ou pas. S'il n'y a pas de réaction, alors bien sûr, ça se fait en milieu spécialisé avec un chariot de réanimation et une équipe entraînée à proximité. S'il n'y a pas de réaction, vous pouvez vous dire, a priori, ce n'est pas anaphylactique, je peux reprendre les perfusions en optimisant ma prémédication, éventuellement en diminuant mon débit. Si vous avez une réaction au test de provocation, même minime, ou si vos tests cutanés sont positifs, soit le médicament n'est pas indispensable, enfin, vous en rediscutez, c'est toujours une discussion pluridisciplinaire, on passe à autre chose, soit le médicament est indispensable, et ça arrive quand même assez régulièrement, notamment avec le Ritux.
Eh bien, on peut proposer un protocole d'induction de tolérance. Le protocole d'induction de tolérance, l'objectif, c'est d'induire un état temporaire de non-réponse clinique à un sensibilisant par une introduction graduelle et progressive de l'antigène jusqu'à atteindre la dose cible à la fin du protocole. Si vous visez 1 gramme, le but, c'est d'avoir que le patient ait 1 gramme à la fin du protocole. Ça permet une réintroduction en toute sécurité du traitement si celui-ci, bien sûr, je le répète, est indispensable, pas remplaçable. Ça marche surtout en hypersensibilité immédiate. En retardé, ça ne fonctionne pas. C'est bien sûr contre-indiqué en cas de toxidermie sévère, de maladie sérique, de vascularite. Là, on ne fait pas. Alors, il faut savoir que c'est encore empirique. On ne sait pas encore bien ce qu'on fait sur le plan physiopathologique. Mais en tout cas, on force le système. Et le but, c'est que le patient supporte le traitement. Donc là, on va mettre une prémédication, on va mettre des traitements symptomatiques, parce que le but, ce n'est pas de repérer qu'il est sensibilisé, on le sait déjà, c'est de passer le cap et qu'il ait son traitement. Donc là, je vous ai montré qu'on pouvait faire des protocoles d'induction de tolérance avec plein de médicaments. On le fait classiquement avec les pénicillines, notamment pour traiter les syphilis chez les patients qui sont allergiques aux pénicillines. Mais on peut le faire avec plein de traitements, notamment les anticorps monoclonaux. Je vous ai indiqué sur les diapositives le protocole d'induction de tolérance qu'on utilise au CHU de Lille. Donc, il est basé sur ce que fait l'équipe de Mariana Castells à Boston, qui est vraiment un précurseur des protocoles d'induction de tolérance aux biomédicaments. Donc là, on le fait pour le rituximab. La pharmacie va nous préparer 3 poches avec des concentrations différentes, de plus en plus importantes, de rituximab. Et on fait une prémédication, polaramine et puis corticoïde. Et puis, comme vous le voyez, on a toute une gradation. Donc, on va commencer avec une première poche, augmenter progressivement en 3 temps la vitesse de perfusion, puis on passe à la deuxième poche et la troisième poche, ce qui fait qu'à la fin, on obtient notre dose cible de 1 gramme en 12 étapes. Alors, il faut prévoir la journée, c'est long, mais ça peut vraiment rendre service à tout le monde. Alors, les réactions, il va y en avoir. Il y en a souvent, dans 1/3 des cas, on a des petites réactions, parce qu'on le sait, le patient, il est sensibilisé, mais la plupart du temps, elles sont légères. Des petites cutanées, un peu d'angioëdème, de prurite. C'est souvent beaucoup moins sévère et on peut redonner un traitement symptomatique pour passer le cap. Mais ça arrive surtout à la fin. Donc, il faut commencer votre protocole d'induction de tolérance tôt le matin, parce que ce n'est pas à 17 h au moment où le patient a les doses les plus importantes et les débits de perfusion les plus importants, qu'il faut laisser le patient tout seul finir sa perfusion. Et la chose également qui est extrêmement importante à retenir, c'est qu'à chaque fois que vous voulez represcrire le rituximab, eh bien, il faut refaire le protocole. Il n'y a pas d'acquisition de tolérance avec un protocole. Donc, si 15 jours après ou 1 mois après, vous devez refaire une dose de rituximab, eh bien, il faut recommencer. Alors, parfois, on peut réduire si le patient, au bout de 3-4 fois, vous voyez que le 12 étapes passe bien, vous pouvez parfois réduire à 8 à 6 étapes, mais vraiment avec la plus grande prudence. En synthèse, sur les réactions d'hypersensibilité immédiate aux biomédicaments, c'est une situation fréquente que vous rencontrez forcément si vous prescrivez des biomédicaments. Toujours le warning, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une réaction de type immunoallergique, d'une réaction anaphylactique? Même si ce n'est pas sévère, ça peut devenir, il faut arrêter la perfusion. Ça, c'est un message à passer à votre équipe. Si, avec un traitement symptomatique, un ralentissement du débit de perfusion, ça peut passer, eh bien, on peut reprendre la perfusion. S'il n'y a pas de signe de gravité, notamment si ça évoque une réaction à la perfusion. Et puis pour les perfusions ultérieures, on prévoira une optimisation de la prémédication et du traitement symptomatique. Si on a le moindre doute, ou si on recommence on reprend la perfusion et que les signes réapparaissent rapidement, il faut adresser le patient pour un bilan allergologique avec les prics et les IDR. Si le bilan allergologique est positif et que le médicament est indispensable, on pourra proposer un protocole d'induction de tolérance. Mais vraiment, la discussion multidisciplinaire est essentielle à ce niveau-là. Je vous remercie pour votre attention.